complètement. Et c'est marrant parce que ce qui me vient là en t'écoutant, c'est la notion de frustration. Et elle était liée aussi pour moi dans le choix de ce titre parce que tu vois, quand on est avec cette considération des croyances qu'on a intégrées, puis qu'on a maintenant, on comprend qu'on a la liberté de les trier, de les choisir, d'en garder certaines qui nous sont bénéfiques et puis d'évacuer les autres et tout. Je sais pas, je me dis, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se maintient soi-même, au-delà de ce que nos parents, notre société, nanana, nous a donné, dans des situations de frustration? Et le titre qu'on a choisi, Raboule le fric, moi, il me faisait rire parce que aussi, on avait envie de diriger notamment cet échange-là de maintenant vers les thérapeutes, les accompagnants, les coachs, etc. Et, et en fait, je me disais, mais des fois, pardon, il y a beaucoup de choses en même temps, mais parfois, on peut refuser finalement l'abondance dans sa propre vie et se faire vivre de la frustration. Et ça peut être fondé sur des croyances et une forme presque d'hypocrisie dans le rapport à l'argent. Tu vois, de genre, bah non, moi j'aime pas vraiment ça, j'ai des valeurs plus hautes, je privilégie d'autres choses, etc. Mais en vérité, quand on fait tout ça, il y a Raboule le fric. Ouais. En fait, on peut arriver à un truc de bah oui, en fait, j'ai envie d'avoir de l'argent parce que c'est beaucoup plus agréable dans notre société puisque tout circule grâce à ça. Oui, j'aime avoir des belles choses, tu vois, enfin genre voilà, un truc de si on enlève un bouchon de frustration, bah il y a un truc de Raboule le fric. Ouais. Et je trouve ça assez drôle en fait de s'autoriser à avoir envie d'un truc et à assumer d'aimer aussi quelque chose pour ce que c'est. Enfin, Ouais. Ouais, de lever l'espèce de tabou, comme quoi l'argent serait chargé d'une énergie, je sais pas, malsaine ou mauvaise. L'argent, il est neutre, hein, lui, il a rien demandé à personne, c'est une énergie libre, et c'est nous qui allons projeter dans cette énergie ce qu'on a envie d'y voir ou ce qu'on a engrammé inconsciemment. Et je trouve ça hyper intéressant, effectivement, en particulier par rapport aux personnes qui sont dans l'accompagnement. Alors récemment, j'ai eu l'occasion de proposer un séminaire sur l'argent aux élèves d'une école de naturopathie. Donc on est vraiment on était sur des problématiques argent et spiritualité, argent et relations d'aide, argent et accompagnement, avec toute l'idée selon laquelle gagner confortablement sa vie en accompagnant les gens serait un abus de faiblesse de personnes en situation de besoin. Le truc bien tordu et qui pour moi se relie à quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus ancien, qui est euh, l'impossibilité du lien entre argent et spiritualité. On peut pas être à la fois dans des grands principes de spiritualité, des principes d'amour, des principes machin, et avoir et vouloir une vie confortable, être payé correctement par rapport aux services rendus. Et en fait, pour moi, ces idées-là, elles desservent tout le monde. Tout le monde dans l'équation y perd. bah oui, Parce qu'en parce fait, que c'est comme pas du tout mis à jour en fait. C'est parce que c'est des reliquats de la vie religieuse qui impliquaient, tu vois, une notion de sacrifice et aussi le fait d'être extrait de la société, enfin d'être hors du monde, de pas avoir de besoins matériels, une négation du corps, de la matière, etc. Et en fait, on est quand tu as dit relation d'aide, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, effectivement, aider quelqu'un et le faire payer, enfin, c'est genre hyper contradictoire enfin, genre, c'est pas rendre service, en fait. ouais. Tu l'aides pas, en fait, puisque tu lui demandes un truc après. Enfin, Alors qu'en fait, moi, ce qui me semble très clair, et j'imagine toi aussi, c'est qu'en fait, quand quelqu'un propose des services à la personne, déjà, ces services et le temps ont une valeur intrinsèque que chacun va fixer comme il l'entend, comme c'est juste. Mais c'est une valeur parce que il y a quelque chose, il y a un apport qui est fait à l'autre. Il y a des résultats. Alors, ça dépend des accompagnants, mais il y a des résultats qui peuvent être attendus. Il y a des années en général de travail derrière sur la capacité, l'acquisition de compétences et de connaissances qui permettent ce service. Et il y a aussi quand la personne qui reçoit paye, pour moi, ce qui est ultra important, et je le dis même aux gens qui sont débutants dans leur domaine, c'est d'essayer de faire payer même peu très vite, parce qu'en fait, quand on fait pas payer, pour moi, on met l'autre en dette. On lui donne quelque chose, on lui donne du temps, on lui rend un service, on lui apporte quelque chose. Et en fait, si l'autre nous donne rien en échange, pour moi, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, il est là.
il est pas dans le fait de faire payer. Et en fait, ce que je trouve assez marrant, c'est que il y a ces trucs-là qui traînent pas mal pour les métiers d'accompagnement, peut-être certains métiers récents, etc. Mais ça viendrait à l'idée de personne d'aller chez son dentiste sans le payer, en fait. Quel est le... Alors, la différence, c'est quoi? C'est que... Non, j'allais dire pourtant, il y a bien cette notion enfin, tout à l'heure, tu disais, il y avait une sorte de vision malsaine de je gagne de l'argent sur la détresse de l'autre ou, or, si j'ai une douleur hyper forte physique et que en 30 minutes, on me la soigne, je suis OK pour donner 200 € à mon dentiste, en fait. Il y a pas de... C'est ça. Donc, effectivement, on a le contre-exemple. Mais j'ai l'impression que ça s'appuie aussi sur le fait que pour être dentiste, il faut faire 10 ans d'études. Alors que les métiers d'accompagnement, bien sûr, il y a des formations et tout ça, mais ils reposent aussi énormément sur un savoir-être qui est beaucoup moins valorisé parce que moins codifié, plus singulier, moins perceptible, etc. Et que du coup, on pourrait avoir du mal à donner de la valeur à ça Ouais. socialement, mais parce que si individuellement, ça peut prendre plus de temps pour reconnaître la valeur qu'on donne à son savoir-être, en fait. Ouais. Oui, oui, et qu'on peut pas, on n'a pas, toi et moi, compté nos heures de thérapie personnelle, d'accompagnement, de travail personnel, de supervision, en dehors des heures des formations certifiantes qu'on a pu valider, qui sont en général chez les gens qui font de l'accompagnement, ben souvent les gens en ont quand même fait plusieurs. Parce que voilà, il y a des gens qui utilisent plusieurs outils. On peut très bien, quand on est coach, être formé aussi à l'hypnose ou à l'EFT, etc. Et tout ça, ce sont des heures de travail, mais pas uniquement des heures d'études, mais aussi les quantités astronomiques de bouquins, de vidéos qu'on peut regarder, de conversations qu'on a. Par exemple, tout ce qui est les heures qu'on a pu passer, toi et moi, sur Radio Médecine Douce dans nos émissions respectives, c'est du travail, en fait. Et de fait, c'est de la pratique et de la formation. Donc en fait, comme toutes ces heures-là sont pas officiellement mesurées ni mesurables, si on est honnête, comme est mesurable une formation de yoga qui fait 240 heures. Hop, on a 240 heures. Ou médecin, on a 10 ans d'études. Mais en fait, moi, le développement personnel, j'ai commencé de manière formelle quand je me suis formée au coaching. Donc en fait, ça date de 2013. Donc en fait, mon tarif, il correspond aussi au fait que, mine de rien, ça fait depuis 2013 que j'étudie ça tout le temps. Et la plupart des gens qui bossent dans l'accompagnement, ils étudient tout le temps, mais sous des formes qui effectivement sont pas forcément perceptibles. Et eux-mêmes, n'en ayant pas conscience, eux-mêmes ne rendent pas légitime le fait de faire payer des séances 70, 100, 200, 300, 500 €, que sais-je, parce qu'en fait, ils ont pas pris le temps de remettre la caméra, tu vois, sur pas forcément sur eux-mêmes, mais en tout cas sur ce qu'ils font au quotidien. Moi, je dis parfois aux entrepreneurs qui sont dans ces domaines-là et qui ont l'air d'être très chargés en termes de quantité de travail, je leur dis, mais comptez vos heures. Mais comptez toutes les heures, c'est-à-dire tous les calls qui sont faits pour échanger. Par exemple, toi et moi, tu vois, pour ce live, on s'est appelé, on s'est envoyé des messages vocaux, on s'est envoyé des... Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on voulait compter notre temps de travail, c'est tout ça qu'il faudrait compter, parce que tout ça, c'est du travail. Donc, en fait, j'ai envie de vous inviter à essayer d'être assez honnête avec vous dans le bon sens, c'est-à-dire regarder tout ce que vous faites et qui vous permet d'apporter de la valeur à vos clients, à vos clientes ou à vos patients, et qui en fait que vous prenez pas en compte parce que c'est pas visible comme bim, un diplôme tamponné par l'État, un nombre d'heures qui sont écrites sur tu vois, un déroulé de formation. J'en profite juste pendant que j'y pense. Évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir pendant ce live, hein, c'est aussi pour ça qu'on le fait sous ce format. N'hésitez pas et on regardera vos remarques. Voilà, avec Claire. Alors, j'ai vu une remarque tout à l'heure à laquelle je voulais donner une indication. Je me rends compte que j'ai du mal à vendre de l'impalpable. Alors, c'est vrai que nos métiers, c'est vrai que moi, je dis souvent que je peux pas montrer une maison que j'aurais fabriquée quand j'essaie d'expliquer ce que je fais. Par contre, je pense que c'est à nous, en tant qu'accompagnants, d'avoir, et pour nous et pour les gens qu'on accompagne, des outils tout simples d'évaluation. Et en fait, le truc de base que moi j'utilise depuis que je me suis formée, c'est la fameuse échelle de 1 à 10 qui permet d'évaluer tout et n'importe quoi, y compris émotionnellement. Donc en fait, moi, quand j'accompagne des gens, on commence par un tour des domaines de vie sur lesquels les gens vont évaluer sur une échelle de 1 à 10 comment ils se sentent et comment ils voudraient se sentir. Et c'est un truc, alors désolé, spoil pour les gens qui viendraient bosser avec moi, mais c'est un truc qu'on refait à la fin. L'évaluation, elle est limpide.
Alors, ça veut pas dire que tout a toujours augmenté parfaitement dans ce qu'on voulait, parce qu'il y a aussi des trucs qui vont baisser, parce qu'il y a des situations, il y a des choix qui vont être faits, etc. Mais pour moi, si vous avez besoin de rendre mesurable ce que vous apportez aux gens, faites-le. Ça peut être fait, si je pense aux naturopathes, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour des inconforts digestifs, eh ben, on peut évaluer ces inconforts et leur fréquence quand la personne arrive, et on peut les réévaluer au bout de la 3e consultation. Ça vous permet d'avoir un suivi qui soit palpable, en tout cas évaluable. Claire, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Si, effectivement, c'est l'échelle de mesure, c'est hyper concret et simple à mettre en œuvre. Moi, c'est marrant, je me dis aussi, je regarde en vrai tout ce qui a changé dans ma vie au gré de des accompagnements que moi j'ai reçus. En thérapie, en coaching individuel, en retraite, etc. Et en fait, le résultat, il est tellement spectaculaire visiblement, enfin, avec qui je vis, où je vis, ce que je fais, mes capacités, mes métiers, enfin, tout ce qui s'est transformé sans même, et bien sûr, mon ressenti, dans quelle disposition intérieure je suis, quel rapport à ma vie j'ai, que au cas où je trouverais ça impalpable ce que je fais avec les autres, j'ai cette propre expérience qui me rappelle que c'est ultra palpable. Par contre, c'est vrai que c'est mouvant, que j'ai pas la main sur le timing, que la personne qui me consulte a son propre rythme, sa propre je sais pas oui, ses propres capacités d'évolution et que du coup, ni moi, on ne sait à quel moment quelque chose va concrètement bouger, mais par contre, je suis sûre que ça va bouger. Donc ça, j'ai pas de mal à le valoriser parce que pour moi, c'est indéniable en fait qu'il va y avoir du changement, de la transformation. Bien sûr. Je pense à un autre truc aussi. J'avais proposé à un moment donné à des personnes que j'avais accompagnées de me refaire alors, dans l'idée de comment est-ce que je valorise ce que j'apporte à l'autre quand je suis dans le métier d'accompagnement et que financièrement, j'ai pas l'impression d'être là où j'ai envie d'être, le témoignage peut être hyper intéressant. C'est-à-dire que d'inviter les personnes que vous accompagnez à vous faire un retour avec leurs mots, ça vous permet de voir ce que vous donnez à l'autre par son filtre. C'est l'autre qui va vous dire, voilà, en ayant bénéficié de ton accompagnement, il s'est passé ça, ça, ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire non seulement à la fin de l'accompagnement ou après quelques séances, mais je me suis rendu compte que quand on y revenait 2-3 ans après, il y avait encore d'autres choses qui s'étaient passées et que les personnes elles-mêmes liées, alors plus ou moins directement, mais liées quand même à ce qu'on avait pu leur apporter. Et non seulement ça va vous servir à vous pour vous revaloriser si vous en avez besoin, avoir une conscience plus claire de ce que vous apportez aux gens, mais c'est aussi un cadeau pour la personne à qui vous proposez de faire un témoignage. Et c'est ce que je dis aux clients quand je les recontacte X temps après. Il y en a que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, des témoignages. Je leur dis, ça va, vous me donnez de votre temps et vous me partagez des infos qui servent à ma com. Et en même temps, ça vous invite à faire un exercice qui va vous permettre de faire le point sur tout ce qui a bougé chez vous et tout ce que vous avez mis en place. Parce qu'on est bien d'accord que si ça a bougé, moi, je les ai peut-être guidés, mais eux, ils ont fait le taf derrière. Sinon, ça ne marche pas. Et en général, les gens, quand vous leur proposez ça, sont tout à fait ravis. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut être par écrit, ça peut être anonyme, vous voyez. Mais je pense que l'utilisation dans les métiers de l'accompagnement ou des métiers de service, l'utilisation des témoignages pour avoir une meilleure conscience de ce qu'on apporte à l'autre quand on a l'impression que c'est difficilement évaluable ou palpable, ça peut être intéressant.